Avec, dans l'ordre d'arrivée du coup, Magali Thébault qui est directrice certification Produits France de Bureau Veritas, Maxime Costi, délégué général de l'ANIA, Xavier Barras, directeur des opérations de GS1 France, Valentin Caron, agriculteur et président de la Chambre d'agriculture du Loiret, et Alexis Isard, délégué ministériel à la protection économique des consommateurs, ancien député, et pour finir, The Last Snowman, Bertrand Swiderski, directeur RSE du groupe Carrefour, sur un thème qu'on a quand même beaucoup abordé dans la journée, qui est la question de la traçabilité. On a pu l'aborder sous l'angle à la fois de l'information consommateur, sous l'angle des éléments et supports qui servent à informer les consommateurs, et aussi comme étant un déterminant important. Compte tenu du timing qui est le nôtre, je propose de commencer tout de suite en prenant le temps de questionner Valentin sur une question a priori simple sur laquelle il a 5 minutes. On va essayer de ne pas être trop gourmand. Pourquoi, au final, aujourd'hui, la traçabilité est importante dans l'agriculture ? Eh ben déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, pourquoi la traçabilité est importante en agriculture ? Alors déjà, je pense que il faut qu'on repose un petit peu le décor en disant quelle traçabilité est imposée aux agriculteurs tous les jours. Alors que ça soit des céréaliers, que ça soit des éleveurs, tout ce que les agriculteurs utilisent est tracé. Enfin, tout ce qui arrive des fournisseurs est tracé et tous les agriculteurs tous les jours. Alors certains de mes confrères disent de toute façon maintenant à force de traçabilité on va bientôt être obligé d'envoyer un mail au service de l'État pour dire qu'on va démarrer un tracteur. Donc voilà, tout ça pour dire que tous les jours ça représente quand même du temps pour les agriculteurs, mais ce temps il est nécessaire pour apporter un gage de qualité aux consommateurs. La traçabilité, comme je l'ai dit, en fait, c'est quelque chose de tous les jours et ça permet de valoriser ce qu'on fait. Ça permet aussi de rassurer les consommateurs dans ce qu'il y a de produits en France. Et ça, je pense que ça sera certainement un acte déterminant dans l'achat pour le consommateur quand il achètera français à la fin. Peut-être un élément complémentaire, par exemple, sur la manière dont vous percevez les attentes des consommateurs en matière d'information, justement ? Alors oui, les attentes des consommateurs, en termes d'information, je pense qu'on s'aperçoit que les consommateurs sont quand même très attachés à l'empreinte locale de ce qu'ils peuvent consommer. Je vois, on a des signes de qualité comme les labels rouges qui fonctionnent très bien, mais après, par contre, il faut faire attention à ne pas multiplier ces signes de qualité qui, des fois, peuvent brouiller les actes d'achat des consommateurs à la fin. Merci Valentin. Je remarque qu'on a désespérément renoncé à tout respect du temps parce qu'il n'y a plus le timer qui s'affiche en haut. Je fais vite pour rattraper le temps perdu. Mais c'est pas grave, merci beaucoup. On va remonter peut-être la chaîne de valeur du côté de Maxime avec une question. Au final, de quelle manière les industriels, les acteurs de l'industrie agroalimentaire s'emparent de cette question et quelles sont les contraintes et les efforts que vous engagez au quotidien au service de la traçabilité ? Merci beaucoup. Peut-être d'abord vous dire que j'ai l'honneur de représenter 22 000 entreprises qui sont présentes sur tout le territoire et qui conçoivent la traçabilité comme, j'ai envie de dire, 2 piliers essentiels. Le premier, qui est un pilier un peu régalien, c'est-à-dire c'est leur métier au quotidien que d'assurer la transmission de produits de qualité et c'est le premier métier de l'agroalimentaire que d'assurer que ce produit, il ne pose pas de difficultés et il respecte la réglementation et l'ensemble des sujets. Je laisserai Alexis intervenir sur les sujets de réglementation, mais les contraintes sont nombreuses. C'est un travail quotidien. On travaille sur des produits agricoles, donc par définition, il y a des saisonnalités, il y a des produits qui ont une temporalité de vie courte, et il faut que le consommateur, grâce ensuite à ceux qui suivent et qui parleront, arrive à consommer des produits qui respectent des règles très strictes. Et je pense que c'est la première mission, la mission quotidienne des 22 000 entreprises de l'agroalimentaire, quelle que soit leur taille. Et c'est ce que j'appelle le régalien, c'est-à-dire vraiment ce pourquoi se lèvent tous les matins des chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire. Une fois qu'on s'est dit ça, le deuxième pilier pour moi, c'est la clarté. Alors on parle beaucoup de transparence, on parle beaucoup de choses, et c'est probablement la bataille du moment quotidienne, c'est que d'abord, entre les attentes consommateurs, les attentes citoyennes, qui parfois sont différentes,
des éléments supplémentaires en débat, souvent dans notre pays, sur des attentes spécifiques. Ce qui est difficile, et je crois que c'est tout à l'heure quelqu'un dans la salle qui le disait, c'est d'être en capacité de bien informer le consommateur sur les éléments essentiels. Alors, par définition, les éléments de loi, mais ça, c'est respecter Egalim, respecter toute la réglementation sur l'étiquetage. J'espère qu'on s'y emploie tous. En tout cas, nous, dans l'agroalimentaire, on s'y emploie tous les jours. C'est permettre aussi, et c'est s'adapter à des éléments complexes, parce que quand l'agriculture a des besoins d'évoluer, par exemple sur des pratiques culturales, sur des semis supplémentaires, on va avoir des allergènes qui vont se croiser. On a besoin d'assurer cette clarté pour le consommateur. Voilà, quand on sème du blé quand on a l'interculture, on a des allergènes de blé qui peuvent être sur des allergènes de lentilles. Enfin bref, on peut très vite. Et donc on a besoin d'assurer cette clarté. Le deuxième, c'est des attentes strictes sur la composition des produits. Donc ça, c'est des éléments. Il y a des éléments supplémentaires. On parlait des IGP, on parlait des appellations d'origine. C'est très attendu par les gens et donc il faut assurer cette clarté-là. Je pense qu'on est plutôt dans un moment où on est en train de perdre les consommateurs très clairs par différentes demandes. On travaille pour beaucoup d'entre nous sur de l'affichage environnemental depuis au moins 8 ans. Je ne sais pas si on va y arriver, je vous le dis très franchement, parce que nous-mêmes, on ne sait plus trop ce qu'on est en train d'afficher ou d'imaginer d'afficher. Et ce sera très compliqué pour les entreprises si ça rentre en vigueur. On a, avec raison, des besoins de transparence ou de traçabilité sur la rémunération des producteurs. Là aussi, c'est compliqué, ça dépend des filières, ça dépend des moments. On a besoin de traçabilité sur l'origine et sur la localisation. On a des marques collectives locales qui marchent très bien et on a des enjeux locaux, mais il faut aussi ne pas perdre le consommateur, puisque voilà. Donc je pense que la bataille actuelle qu'on doit mener, c'est toute cette clarté pour ne pas perdre le consommateur, et sur le produit, et sur l'équilibre alimentaire, et sur plein de sujets. Et tout ça dans un contexte où, et je finis parce que je ne vois pas le timer, où on a quand même, grâce au travail des agriculteurs, grâce au travail des transformateurs et de toute la chaîne, une alimentation où quand on rentre n'importe où dans ce pays, on n'a pas peur de ce qu'on va manger. Je crois que c'est un succès collectif qui est quotidien, mais on n'a pas peur de ce qu'on va manger. Et la question de notre équilibre alimentaire est un sujet important, mais il est un peu plus long. Et la bataille qu'on doit mener aujourd'hui, c'est que probablement qu'on est en train de perdre une bataille, comme l'agriculture. C'est qu'en revanche, une partie de ce qui rentre dans l'Union européenne et dans notre pays ne respecte pas les bases de la réglementation européenne du régalien strict. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, et peut-être que ça ouvrira un débat, mais selon les filières, entre 10 et 24% de ce qui rentre en Europe n'est pas conforme aux droits de l'Union européenne. Je ne vous parle pas donc de traçabilité, je vous parle juste de respect du régalien et de la base réglementaire. Merci Maxime. Au final, Maxime vous a un peu tendu la perche en annonçant que la distribution prendrait la parole juste après. On a vu comment les agriculteurs travaillaient le sujet, on voit comment les transformateurs le travaillent et au final comment la grande distribution s'empare des enjeux de traçabilité et au final quels impacts sur votre activité, mais aussi quel impact de la distribution sur la traçabilité. Non mais parce que je rejoins Maxime, la traçabilité c'est pas nouveau. D'abord, c'est pas un sujet nouveau. Ça veut dire que, en fait, la France a un dispositif complètement incroyable qui nous permet de faire des retraits, rappels, par exemple, quand il y a des problèmes. On sait exactement retirer un produit. On sait même, avec un possesseur de carte FID, contacter le client qui a acheté le produit, etc. Donc, en fait, il y a le sujet sanitaire que tu as traité complètement et il faut qu'on soit fier de ça. Mais pour l'instant, la traçabilité, elle est un peu restée à ça. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien l'idée de pourquoi on le fait. Elle sert à quoi cette traçabilité ? Pour l'instant, elle est sanitaire. Et tous les efforts que font le secteur agricole, etc., pour nous remonter une donnée, on le fait pour des raisons sanitaires. Et on a le meilleur dispositif du monde quasiment à notre portée. Nous, on voit bien, on est présent aussi au Brésil. Alors, je peux vous dire que c'est pas du tout pareil. Donc, on a des sujets de traçabilité pour savoir exactement d'où vient le veau. Qui a produit en plus un bœuf après, etc. Enfin, on n'y arrive pas. Il y a pourtant l'étiquette sur l'oreille, etc. On n'arrive pas à trouver encore la façon de le faire. Donc, on peut déjà être très très fier de la traçabilité qu'on a réussi à mener. Par contre, maintenant, on a un défi de taille devant nous. C'est qu'on a un client qui en veut plus. On a un tas d'acteurs qui veulent regarder les produits. On a des applis comme Yuka, on a des applis comme Goo, etc. Tout ça, ça arrive. Et le consommateur, en fait, il y a différents types de lunettes devant lui. Et demain, et je vais peut-être exploser plutôt là-dessus, demain, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un tas de données sur les produits. Et c'est tout le travail qu'on a à faire avec les industriels, jusqu'à où on va aller. Je pense que c'est la question un peu du sujet aujourd'hui. Jusqu'à où va-t-on aller ? Et puis après, demain, le consommateur, il aura ce fameux QR code de GS1
ce QR code augmenté, donc je pense qu'on par là, et il aura la possibilité de voir tout ce qu'il a envie de voir, lui. Et ça, c'est très important de se dire ça. Parce que nous, on a tenté chez Carrefour il y a 3 ans de faire une blockchain. C'est-à-dire sur 50 produits, on a eu un QR code. Et on avait des produits simples, des produits plus élaborés. Et on l'a testé. Alors, testé pendant 3 ans. On ne l'a plus. Ça a été un échec. Le jour où on a arrêté le QR code, c'est parce qu'il y avait eu 67 connexions sur 50 produits. Donc, j'explique un peu ce que c'était. C'était par exemple, vous aviez des œufs. Avec le QR code, vous pouvez savoir l'œuf d'où il venait, quel type de lot de poule avait réussi à le pondre, dans quel poulailler, à quelle date, etc. C'était une donnée dynamique. On avait ça sur d'autres produits et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que peut-être qu'on était trop en avance et peut-être que le consommateur, lui, c'est pas une information qui l'intéressait. Donc, pour répondre à la deuxième question, c'est la traçabilité, l'information, pourquoi ? Qui va la regarder ? Est-ce qu'elle est intéressante ? Et donc on a à se poser la question d'un client qui va nous dire, qui va essayer de trouver l'information. Donc je pense que notre rôle à nous, industriels et distributeurs et agriculteurs, c'est de fournir un tas d'informations, de les caler derrière le QR code, et que derrière ce QR code, ce soit un univers possible, inimaginable d'applications, de tout ce que vous voulez, qui viennent lire l'information du produit. Je pense que maintenant, il faut se projeter dans les 5 prochaines années sur fiabiliser ça. Et on a besoin d'organismes tiers qui vont nous dire cette information elle est bonne, elle est réelle, elle est fiable, d'accord ? Et le client va avoir une confiance dans l'information. Ça c'est notre défi et ça c'est le défi qui s'ouvre devant nous. Et je vais finir juste par est-ce que demain on aura encore des labels ? Est-ce qu'on aura encore des labels, des certifications, etc. Est-ce que les sociétés qui vendent des labels aujourd'hui, des certifications, est-ce qu'elles ont encore leur avenir ? Donc là, je pose la question à toi, au Bureau Veritas, c'est que comment vous vous préparez, entre guillemets, à cette révolution, qui va être une révolution de la certification de la donnée et de la validation de la donnée. Donc voilà à quoi on s'attend dans les prochaines années, les distributeurs. Merci beaucoup. Magali répondra peut-être un tout petit peu plus tard. Peut-être maintenant la parole à Alexis. Au final, moi j'entends qu'il y a du possible et peut-être du souhaitable, du techniquement réalisable et peut-être de l'envie ou pas d'envie du côté du champ des consommateurs, que peut-être il y a une question aussi d'être pris entre le marteau et l'enclume, entre un certain nombre de contradictions et d'exigences réglementaires. Alexis Isard, quand on est délégué ministériel à la protection des consommateurs, comment on perçoit ce qui vient de se dire et c'est quoi notre feuille de route au final sur la question de la traçabilité ? Alors c'est effectivement éminemment compliqué. Je vais vous répondre d'abord pourquoi moi j'estime que la traçabilité, la transparence c'est quelque chose de primordial et ensuite comment est-ce que l'État essaie de le mettre en œuvre. D'abord, vous l'avez rappelé, je suis délégué ministériel en charge de la protection économique des consommateurs et ce n'est pas dans le titre, mais en charge du pouvoir d'achat. Je crois que la transparence, la traçabilité, c'est aussi un sujet de pouvoir d'achat parce que toute la transparence que vous apporterez sur la chaîne alimentaire, ça a de la valeur, c'est quelque chose qui est valorisable et on le voit lorsqu'on demande, j'ai eu l'occasion de le faire dans une ancienne vie où j'étais parlementaire, de demander aux consommateurs qu'est-ce qui est le plus important pour lui. C'est souvent l'origine, c'est souvent la qualité et c'est ensuite le prix. Alors je suis convaincu que si vous nous invitez tous une demi-journée à Carrefour à une caisse, on se rend bien compte que le prix est bien plus important. Mais quand même, pour le consommateur, la qualité du produit, sa provenance est importante et lorsqu'il y a de la duperie possible ou un manque de transparence dessus, on a un reliquat de valeur qui peut être perdu. Je dis ça parce que je crois fondamentalement que la guerre des prix n'a pas d'avenir. À un moment donné, si vous suivez la presse spécialisée, vous voyez bien que la concentration des acteurs de la grande distribution arrivera à terme à un moment donné et qu'il faudra apporter quelque chose d'autre, c'est-à-dire de la valeur sur le produit alimentaire. Et c'est pour cette raison que la transparence est pour moi importante. Comment on fait maintenant, nous, l'État, pour le mettre en place ? Il faut savoir que je suis donc délégué ministériel, je suis rattaché à Bercy, mais plus précisément à une administration moins précise qui est la DGCCRF. Donc c'est elle qui est tout de même en charge d'assurer ce contrôle de cette traçabilité. La DGCCRF, c'est un petit peu moins de 3000 agents qui sont répartis un petit peu partout dans les départements, 96 implantations il me semble. À titre de comparaison, une autre grosse administration, la DGFiP, c'est plus de 100 000 agents. La mairie de Paris, c'est 50 000 agents, un peu plus de 50 000 agents. Les douanes, qui ont aussi un rôle important là-dedans, c'est, il me semble, 17 000 agents. Donc, pour revenir dessus, DGCCRF, un peu moins de 3 000 agents qui sont chargés de tout contrôler, de mettre
en musique toutes les demandes que le politique, que le consommateur peut avoir, avec parfois des priorités politiques. En ce moment, vous avez bien vu toute cette force politique qui est mise en place pour les plateformes, pour traiter les plateformes de e-commerce. Vous avez vu les actions coup de poing coordonnées entre la douane et la CCRF pour aller contrôler l'intégralité des colis, où on se rend compte en les ouvrant que la plupart de ces colis sont non conformes. On le voit avec des produits de cosmétiques, avec des produits des jouets ou des vêtements. C'est le cas, Maxime l'a rappelé, avec les produits alimentaires qui proviennent de tous les pays du monde. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'on fait des contrôles, la CCRF, on se rend compte que malheureusement, ces critères-là ne sont pas respectés. Sur l'année 2024, je vous invite à aller jeter un œil au rapport d'activité de la DGCCRF sur 10 000 contrôles qui concernent donc l'origine des aliments. Un tiers était frauduleuse, mauvaise. Alors, lorsque je vous dis ça, un tiers sur 10 000, c'est énorme. Parfois, c'est une simple erreur. Parfois, c'est de l'abus de prix et ça amène à des très grosses amendes. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que la transparence est extrêmement importante pour le consommateur parce qu'il le veut et parce qu'il est prêt parfois à payer plus cher pour avoir une information qualitative. Ce que vous disiez sur le QR code, je crois malheureusement qu'il y a besoin d'habitude d'utilisation du consommateur et c'est vrai que malheureusement en ce temps-là, les chiffres que vous donnez, je les apprends, c'est assez exceptionnel, 67 connexion sur quelque chose d'aussi demandé, parce que moi je suis convaincu, au moment où on a vu les applications comme Yuka arriver, tout le monde avait son téléphone à la main pour connaître la provenance d'un aliment, la provenance de différents produits et leur impact sur la santé. Et là, le fait que vous l'ayez lancé et que ça n'ait pas fonctionné comme ça, c'est assez terrifiant. Ça montre bien qu'il y a un besoin de pédagogie et donc de priorité politique. C'est quelque chose qui pourra être utile pour la santé publique, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des rappels de produits, un QR code, mais je pense que vous allez le dire mieux que moi, hein, vous permettra d'aller plus facilement trouver le produit qui est compliqué, mais il y a aussi des utilités pour les aspects de gaspillage alimentaire, par exemple. Vous avez des dates limites de consommation sur vos produits, et plus d'informations dessus vous permettra de savoir effectivement d'où vient ce produit-là, mais aussi comment est-ce que vous pouvez le consommer, jusque quand vous pouvez le consommer, et ça pourra éviter de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de denrées alimentaires. Merci beaucoup. Magali, peut-être une question pour vous. C'est Lénine qui disait « la confiance n'exclut pas le contrôle ». D'une certaine manière, la transparence ou la traçabilité n'exclut pas le contrôle. Comment cette activité-là est intégrée au sein de Bureau Veritas et en quoi ça répond aussi à un enjeu de souveraineté alimentaire ? Oui, alors pour répondre à cette question, moi je dirais quelques mots, c'est en donnant confiance. Donc on en a beaucoup entendu parler de cette confiance. En fait, quand on a une entreprise ou une filière qui s'adresse à nous, elle s'adresse à nous en tant qu'organisme tiers de confiance. De contrôle, mais aussi de confiance. Donc notre rôle ici, via les contrôles, les certifications, c'est de garantir que ce qui est dit sur un produit est vrai et garanti, que ce pourquoi un consommateur va plutôt choisir ce produit-là ou cette entreprise-là est vrai. Et donc cette confiance, elle se situe à deux niveaux, à mon sens. Donc on parle beaucoup de la confiance du consommateur citoyen, mais je pense qu'il y a une notion qui est hyper importante aussi, c'est la confiance de l'entreprise, de la filière, dans ce qu'elle fait elle-même. C'est-à-dire que quand on est confiant dans tout ce qui se passe dans sa filière, on est beaucoup plus à l'aise pour valoriser son produit, faire de la com et vraiment mettre en avant tout ce qu'on met en place sur le terrain pour pouvoir attirer, entre guillemets, les consommateurs. Donc les attentes des consommateurs citoyens, on l'a dit, elles sont hyper fortes et de plus en plus fortes pour récupérer des informations. Donc même si finalement, quand on leur propose, c'est pas si évident que ça, malgré tout, les services marketing, notamment pour répondre à ces préoccupations des consommateurs, mettent en place, racontent des histoires. Et quand je dis histoire, c'est pas péjoratif, c'est l'histoire du produit finalement. Et donc notre rôle va vraiment être ici à côté des entreprises pour les aider finalement à vérifier que cette histoire elle est vraie, la garantir aux consommateurs, que c'est pas juste une déclaration d'intention, que c'est pas juste des promesses, mais qu'on s'appuie bien sur une réalité mesurable, qui s'appuie sur une traçabilité robuste, avec des éléments de preuve et tout ce qui permet d'être très serein en fait. Quand je dis très serein, c'est pas mettre en péril, entre guillemets, la crédibilité de l'entreprise. Ça peut aller très vite. Quelque chose qui finalement ne serait pas vrai sur une communication peut très vite remettre en question la crédibilité d'une filière ou d'une entreprise. Alors les exemples, on en a cité pas mal. J'ai les mêmes que vous, donc le local, bien sûr, le régional, le national. Ensuite, on a tout ce qui est éthique et équitable,
qui est effectivement assez compliqué en plus à contrôler, parce que donc il y a des critères bien sûr, mais tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet. Les allégations environnementales, climat, carbone, donc je vous passe les sujets greenwashing qui sont quand même bien sur le devant de la scène aujourd'hui. L'anti-gaspi, vous en avez parlé aussi, et puis des bonnes pratiques de production, que ce soit sur des filières animales ou végétales, qui sont mises en avant pour sensibiliser le consommateur citoyen à des choses, et j'en passe. Donc concrètement, comment ça se passe quand on est Bureau Veritas? Donc nous, on réalise plus de 81 000 contrôles par an sur la filière agri-agro. J'ai pas calculé, mais je pense qu'il y a 99% de ces contrôles qui ont un aspect traçabilité. Parce que finalement, s'il n'y a pas la traçabilité, le reste ne tient pas. C'est vraiment le filon, la chaîne qui permet d'aller jusqu'au consommateur. Donc la première chose qu'on contrôle, c'est la véracité de cette promesse client. C'est-à-dire, si je donne un exemple, un poulet qui est étiqueté élevé sans traitement antibiotique, la traçabilité, c'est un point, mais c'est aussi aller vérifier qu'effectivement, ce poulet, il n'a pas eu d'antibiotique. Parce que sinon, on peut entrer dans une chaîne de traçabilité une information fausse, elle ressort fausse, et la traçabilité en elle-même fonctionne bien, mais il faut vérifier la véracité de l'information qu'on entre dedans. Et donc après, bien entendu, il y a l'audit, le contrôle de ce système de traçabilité qui va véhiculer l'information, la construction de la valeur tout au long de la chaîne, jusqu'à l'industriel, jusqu'au distributeur et jusqu'au consommateur. Ce qui est important aussi, je pense, de souligner par rapport à ça, c'est quand on fait cet exercice avec des entreprises, donc comme j'ai dit, on est aux côtés d'entreprises, hein, on travaille avec eux pour travailler sur ces sujets-là, c'est que quand on travaille avec elles ou des filières, ces sujets-là, on met potentiellement en exergue des faiblesses, et c'est hyper important de les mettre en avant, enfin de les détecter avec eux, de façon à ce que si on a une alerte médiatique ou tout autre sujet, finalement, ils soient préparés pour répondre de façon très sereine. Et j'en reviens à ma sérénité de la filière ou de l'entreprise et pouvoir avoir confiance, finalement, dans sa propre traçabilité et celle qu'il transmet au consommateur. Merci Magali. Peut-être Xavier, il y a un éléphant dans le salon dont on parle pas, dont on n'a pas encore prononcé le nom et qui pourtant est indispensable, c'est la question de la donnée. Et au final, comment est-ce que à GS1 France vous travaillez à la traçabilité, l'information consommateur via la donnée? D'abord, merci de m'avoir invité. Là, je me suis déjà régalé là, pendant l'intervention de chacun. Moi, j'ai entendu 3 choses clés dans la traçabilité qui me semblent importantes. C'est qu'on voit bien que, chacun fait beaucoup d'efforts, et donc ça c'est important, mais que parfois effectivement il n'y a qu'une partie des informations de traçabilité qui circulent d'un partenaire à l'autre, du bout de la chaîne de l'agriculteur jusque finalement au consommateur final. Donc il y a un vrai sujet d'avoir un système de bout en bout. Pour répondre effectivement à ce que tu évoquais très justement, c'est que aujourd'hui, elle est surtout à des velléités sanitaires, alors qu'il y a plein d'autres usages de la traçabilité. On a parlé de confiance, on a parlé de valorisation des savoir-faire, des origines, de réassurance de choix du consommateur. Et donc, comment cette traçabilité, elle peut répondre à la fois aux préoccupations et aux besoins de chacun des acteurs de la chaîne. Et donc, là, d'où l'intérêt d'un système commun, parce que finalement, en récupérant qu'une partie de l'information, on peut adresser qu'une partie du problème ou qu'une partie du besoin ou de l'attente. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et alors, la troisième chose que j'ai entendue, et on le partage, on a d'ailleurs un projet sur l'alimentation du troupeau bovin, parce qu'il faut automatiser et simplifier. C'est-à-dire que je pense qu'une des difficultés aussi pour beaucoup d'acteurs, et on l'entend ici ou là, c'est que la traçabilité, c'est parfois beaucoup de papier, beaucoup d'opérations manuelles, des rapprochements entre différents systèmes, différentes données. Donc là, il y a aussi un gros enjeu de dire cette traçabilité, elle a de la valeur, mais si elle ne coûte pas, ou elle n'épuise pas finalement chacun des acteurs à essayer de récupérer la donnée et de la partager avec son partenaire. Donc voilà, sur la traçabilité, je vois ces 3 enjeux pour, et on le disait dans la table ronde précédente, c'est un effort collectif, mais un effort collectif, ça veut dire qu'il soit coordonné aussi, parce que sinon, chacun va s'épuiser avec des résultats un peu faibles. Et après, effectivement, j'ai noté autre chose, même avant que tu aies posé la question, puisqu'on en a déjà parlé 2 fois. Pour nous, un des axes forts en fait, de cette traçabilité, et surtout des bénéfices de cette traçabilité pour tous les acteurs, c'est
c'est effectivement d'accepter quelque chose qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est de passer du code à barre qu'on connaît depuis 50 ans vers une nouvelle technologie, donc qui est le QR code augmenté GS1. Pourquoi ? Parce que, en fait, justement, le consommateur, on le disait, il a besoin de plus d'informations. On doit pouvoir bloquer les produits au numéro de lot. On doit pouvoir valoriser, pourquoi pas, des savoir-faire au niveau des parcelles ou au niveau des producteurs. On doit pouvoir faire plein de choses. Et effectivement, ce code à barre qui a 50 ans, il a un peu vécu. Donc, on travaille, et ça, c'est la bonne nouvelle au plan international, pour le remplacer progressivement par le QR code augmenté. Et l'idée, c'est justement, à l'ère du numérique et à l'ère du tout digital, notamment pour le consommateur, de pouvoir lui fournir plus d'informations. Alors, j'ai entendu aussi beaucoup d'informations, mais l'idée, c'est que, et là, on espère que ça va créer une bonne dynamique, permettre d'avoir des applications où le consommateur peut choisir l'information qui l'intéresse. Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est l'origine ? Est-ce que c'est le savoir-faire ? Donc, l'idée, c'est donner accès à l'information pour qu'ensuite, chacun puisse choisir l'information dont il a besoin. Et c'était évoqué, et je pense que c'est important. On ne peut pas démarrer seul. GS1, on accompagne nos 58 000 adhérents parce que tout seul, même si on est Carrefour, ça a du mal à se disséminer. Là, la décision, c'est une décision internationale. Et donc, le chemin va être long. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais l'idée, c'est vraiment de donner aussi aux consommateurs un outil commun qu'il va retrouver sur ces différents produits. Et voilà, et avec un élément important, pour pas que je l'oublie parce que ça a été évoqué, c'est qu'il y a un enjeu fort. Beaucoup de données, pourquoi pas. Il faut pouvoir les sélectionner et les choisir, mais aussi il faut pouvoir avoir confiance dans ces données, d'où l'intérêt aussi de dire que cette traçabilité, elle doit être à minima, et en tout cas sur certains aspects pour contrôler, parce que de toute façon, si le consommateur, in fine, il n'a pas confiance dans cette donnée, on pourra lui fournir la meilleure donnée qu'on veut, ça ne servira pas à grand-chose. Donc voilà, une vraie dynamique collective et à associer sans doute à la table ronde précédente où voilà, beaucoup d'informations sur le produit, mais sans doute associé aussi à des enjeux d'éducation parce que cette information, elle va arriver un peu brute et il va falloir savoir aussi la valoriser et la mettre en avant correctement. Merci Xavier d'avoir défini le contour de ce mouvement mondial.